J'étais en train de fermer la dernière valise quand mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai cru que c'était un rappel quelconque, peut-être pour l'enregistrement du vol ou une liste de courses oubliée. Mais en voyant s'afficher le nom de Camille, mon cœur s'est serré comme à chaque fois. L'espoir, toujours l'espoir, même après tout ce qui s'était passé. Le message était bref, une seule ligne, sans ponctuation. La mère de Julien viendra à la place, on préfère rester juste entre nous. Pas de bonjour, aucune explication, pas même un désolé maman, rien d'autre. Comme si je n'étais qu'un bagage en trop, discrètement mis de côté. Je suis restée figée longtemps, les yeux rivés sur l'écran, attendant un second message, une précision, peut-être une phrase pour adoucir le choc. Mais le téléphone est resté muet. Et la maison, qui jusque-là vibrait d'une impatience joyeuse à l'approche du départ, s'est soudain figée dans un froid silencieux. Je m'appelle Elisabeth Martel, j'ai 72 ans. J'ai une fille unique, 3 petits-enfants, et un cœur qui apprend lentement à ne plus demander sa place dans la vie des autres. Ce que je m'apprête à raconter n'est pas une histoire de vengeance ni de colère, c'est une histoire de silence. De ces silences qui blessent plus sûrement que les cris. Et de ce moment précis où j'ai décidé que ce silence ne serait plus le dernier mot. 3 ans. C'est le temps que j'ai mis à préparer ce voyage. Pas de manière vague ou distraite, mais avec une attention précise, presque sacrée. La côte bretonne n'était pas qu'une destination. C'était le lieu de notre voyage de noces, à moi et à Luc, mon mari. C'est là, sur une plage balayée par le vent près de Paimpol, qu'il m'avait appris à lancer des galets dans les vagues. J'avais rêvé d'y retourner avec Camille, avec les enfants, de leur montrer cette mer qui avait bercé nos premiers jours d'amour. Depuis ma retraite, je n'avais pas grand-chose de côté. Alors j'ai commencé à donner des cours de français en ligne à des étudiants étrangers. Tôt le matin, tard le soir, parfois avec une tasse de café entre les mains et les pieds roulés dans une couverture. J'ai vendu mes bijoux anciens. J'ai fait attention à tout. J'ai quitté mon appartement à Toulouse pour un studio plus modeste à Montauban, où la lumière entrait joliment dans la cuisine. Chaque économie, chaque sacrifice nourrissait le carnet fleuri où je notais tout, sou par sou. 50 € pour un cours supplémentaire, 30 pour avoir vendu mon batteur électrique. Le fond grandissait, page après page, comme une promesse silencieuse. J'avais réservé une grande maison en bord de mer, avec vue sur les dunes et un coin cheminée. J'avais commandé des coupe-vents aux couleurs préférées de chacun avec nos prénoms brodés sur la manche. Pour les petits, j'avais fabriqué des colliers de coquillages, enfilés un à un le soir, en écoutant des vinyles de mon époque. Ce n'était pas qu'un voyage, c'était un merci pour tout ce que j'avais donné, porté, cuisiné, écouté, sans jamais demander grand-chose. Camille savait ce que ce séjour représentait. Je lui avais envoyé l'itinéraire 3 mois plus tôt, avec des annotations en surligneur jaune. J'avais demandé si la mère de Julien avait des allergies, si les enfants aimaient toujours le jus de pomme ou s'ils étaient passés à autre chose. Elle avait toujours répondu que c'était parfait. Jamais elle n'avait laissé entendre que je ne serais pas du voyage. Alors quand ce message est arrivé, sec, impersonnel, définitif, il ne s'agissait pas seulement d'un empêchement. C'était bien plus qu'un désistement. C'était la révélation douloureuse que j'avais passé 3 ans à préparer un cadeau pour des gens qui, au fond, ne voyaient même pas l'effort, qui n'avaient jamais prévu de m'inclure dans leur photo finale. Avec du recul, ce message n'était pas le début, c'était juste la dernière pierre posée sur un mur bâti lentement, silencieusement. Les signes étaient là depuis longtemps. J'ai simplement préféré ne pas les voir. Au mariage de Camille, je me souviens être restée à l'écart pendant que la mère de Julien faisait un long discours, très ému, sur la belle union des 2 familles. Je souriais, bien sûr, et j'applaudissais comme tout le monde. Mais quand vint le moment des photos, quelqu'un me tendit un sac à main. Pas un appareil photo, pas une invitation à me joindre au groupe. Juste un sac à tenir, en retrait. Je les ai regardés poser, sourire, rire. Plus tard, la photo fut publiée en ligne, légendée « Notre nouvelle famille ». J'y suis retournée plusieurs fois, comme pour vérifier. Je n'y figurais pas. Puis, il y a eu l'anniversaire de Camille l'année dernière. On s'était tous réunis chez elle, dans la banlieue de Bordeaux. Le gâteau venait d'une pâtisserie qu'elle adorait petite.
mais personne ne m'a demandé comment j'avais réussi à le faire livrer à temps. Julien a levé son verre pour remercier sa mère, le pilier de la famille, disait-il. Son père, en riant, ajouta que Camille avait beaucoup de chance d'avoir une seconde maman si présente. Tout le monde a ri, moi aussi, mais doucement. Personne n'a levé son verre pour moi. Personne ne m'a proposé de m'asseoir. Personne n'a demandé si je voulais un peu plus de thé. Et puis, il y a les mots qu'on choisit ou qu'on n'emploie jamais. Julien ne m'a jamais appelée maman, même pas une fois. Toujours la mère de Camille, même quand j'étais juste à côté. Camille ne le reprenait jamais. Elle ne me défendait pas. Au début, j'ai cru que c'était une simple habitude, un tic de langage. Mais avec le temps, j'ai compris. Les mots comptent. Les noms qu'on vous donne ou qu'on vous refuse définissent votre place. J'ai tout supporté. Je me disais que l'amour, le vrai, se voyait dans les silences, que certaines personnes ne savaient juste pas remercier. Je me racontais que la famille était compliquée, que tout ne se disait pas. Mais au fond, je sentais bien que quelque chose glissait, que ma place se réduisait, pas brusquement, lentement, délicatement, comme un meuble qu'on pousse petit à petit vers un coin jusqu'à ce qu'il ne gêne plus personne. Le message n'a rien cassé, il a juste mis en lumière ce qui existait déjà. Je n'avais pas été écartée d'un coup, j'avais été doucement effacée. Je n'ai pas répondu au message, ni tout de suite, ni des heures plus tard, ni même le lendemain matin quand par réflexe, j'ai regardé mon téléphone en espérant peut-être un second envoi. Rien, juste cette ligne figée comme gravée sur l'écran et un silence nouveau s'étirant là où l'attention aurait dû se poser. J'ai versé un verre de vin sans en avoir vraiment envie. C'était un geste pour mes mains, quelque chose à tenir. Je me suis assise dans la cuisine, entourée des valises soigneusement alignées près de la porte. Tout était prêt. Les cartes d'embarquement imprimées, les passeports empilés, les goûters des enfants rangés dans des boîtes étiquetées. Les colliers de coquillages patientaient dans une petite pochette de velours, juste à côté d'un flacon de crème que Camille adorait. J'avais imaginé le déposer discrètement sur son oreiller. Une petite surprise, une attention tendre, quelque chose de mère à fille. La maison était trop calme. D'habitude, ce silence m'apaise. C'est le cadeau de la solitude après des années de bruit, de cris, de tâches. Mais ce soir-là, il avait une autre texture. Il appuyait contre moi, comme s'il observait chacun de mes gestes. Je me suis installée sur le bord du lit. La photo de Luc trônait sur la table de chevet, celle de notre second anniversaire, prise à l'ancienne, tremblante, sur cette même plage où je rêvais de marcher avec nos petits-enfants. Ses yeux, même figés sur papier, semblaient me poser une question. Pas une question dure, une question douce et simple, et maintenant, je n'ai pas pleuré. C'était étrange. Je croyais que j'allais m'effondrer ou sentir ce pincement habituel au fond de la poitrine. Mais non, j'ai juste respiré, et dans ce calme j'ai compris quelque chose. J'avais couru après une place qu'on ne m'avait jamais vraiment offerte. J'avais voulu faire partie d'un tableau où je n'étais qu'un arrière-plan. Je me suis tournée vers le tiroir de la commode, celui où je garde les identifiants du compte voyage. Tout était à mon nom. Les réservations, les billets, la location de voiture. Chaque détail, aucune participation, aucune demande. C'était implicite. Tout serait prêt, tout serait assumé. Et là, dans cette chambre silencieuse, j'ai accepté une vérité que j'avais évitée pendant trop longtemps. Ma présence n'avait jamais été un cadeau attendu. Elle avait été une tolérance pratique. Ce silence dans cette pièce n'était plus un vide. C'était une évidence. Le lendemain matin, j'ai préparé mon café comme d'habitude, un peu trop fort, avec juste ce qu'il faut de lait pour adoucir l'amertume. Je me suis installée près de la fenêtre, observant la rue encore paisible. Une joggeuse passait en silence, emmitouflée contre la fraîcheur printanière. Une camionnette de livraison ralentissait près du trottoir. Tout semblait suivre son cours, indifférent au bouleversement discret qui venait de se produire dans ma vie. Je me suis installée à la table de la cuisine, mon mug fumant entre les mains, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le compte du fonds voyage était déjà enregistré dans mes favoris, coincé entre des recettes en ligne et l'ancien portail de l'université où j'avais enseigné. Il s'est ouvert en un instant, affichant mon nom en haut à droite de l'écran. J'ai parcouru les onglets.
vol pour 6 personnes, confirmation de location, réservation de la maison. Toutes les réservations avaient été faites en mon nom. Aucun partage, aucune question sur les coûts. C'était comme si tout allait de soi, comme si j'étais le décor prévisible d'un projet dont on m'avait peu à peu effacé. Je suis allée dans les détails de la maison en Bretagne, annulable sans frais jusqu'à minuit. J'ai cliqué, annulé, puis la voiture de location, un grand monospace pour 8, annulé aussi. Ensuite, les billets d'avion, payés en partie avec mes points, le reste en liquide économisé sou à sou. J'ai converti les réservations en avoir à mon nom. Cela prendrait quelques jours, disait-il. J'avais tout mon temps désormais. Enfin, j'ai ouvert le compte d'épargne dédié au voyage. Le solde était intact, même après les réservations. J'ai transféré la somme dans mon compte personnel et j'ai clôturé le compte. Une fenêtre s'est ouverte pour me demander si j'étais sûre. J'ai cliqué oui, sans la moindre hésitation. Je n'ai rien ressenti de spectaculaire, ni triomphe, ni colère. Juste une clarté limpide, presque reposante, comme si j'avais nettoyé un miroir brumeux pour enfin voir mon reflet net, sans effort. Le téléphone a vibré pendant que je finalisais les démarches, une fois, puis deux. Je n'ai pas regardé. Je savais déjà. Des messages de Camille, probablement, ou de Julien. Leur voix, leurs questions, leur désarroi. Mais cette fois, je n'étais pas celle qui se précipitait pour réparer, consoler, arranger. Qu'ils attendent à l'aéroport, qu'ils tendent leurs cartes bancaires une à une, qu'ils réalisent, peut-être pour la première fois, que tout ce qu'ils prenaient pour acquis tenait par mes mains, et que ces mains, cette fois, s'étaient posées. Je les ai imaginés arriver en avance, comme toujours. Julien est du genre à vouloir être à la porte d'embarquement 1 heure avant l'heure indiquée, ce qui signifie que Camille aurait sûrement bousculé les enfants au petit déjeuner, leur rappelant de mettre leurs chaussures et de ne pas oublier leur sac. Ils avaient sûrement déjà leur billet numérique affiché sur le téléphone, valises alignées, sourire prêt. Peut-être même avaient-ils posté une photo, le genre de cliché filtré, avec une légende légère, en route pour la mer, suivie d'un petit avion et d'un cœur. Mais je savais ce qui les attendait. La première carte a dû être refusée au comptoir d'enregistrement. Un léger froncement de sourcils. Camille en a sans doute sorti une autre, plus vite que la première, déjà un peu tendue. Puis, elle a dû lancer un regard à Julien, un peu perdu, un peu excédé. La deuxième carte a été refusée à son tour. L'hôtesse, polie, a dû suggérer de contacter la personne ayant effectué la réservation. Camille a sans doute dit que c'était sa mère. Peut-être a-t-elle dit « ma mère » ou simplement « elle », celle dont on pensait pouvoir tout attendre sans jamais rien demander clairement. La panique n'est pas arrivée d'un coup. Elle a dû monter doucement, comme une marée sourde. Julien, plus sûr de lui, a sans doute tenté sa propre carte. Puis l'hôtesse a annoncé que la réservation avait été annulée, pas modifiée, pas retardée, annulée. Rien n'apparaissait plus sous le numéro de dossier, le néant. Ils ont appelé. Bien sûr qu'ils ont appelé. Camille, puis Julien. Mon téléphone a vibré sur la table, leur nom s'affichant brièvement avant de disparaître. Je n'ai pas bougé. Je savais ce que ces appels contenaient, l'urgence, l'agacement, puis peut-être la peur. Je suis restée dans mon fauteuil près de la fenêtre, les mains posées sur mes genoux, le regard perdu dans la lumière claire du matin. Le même joggeur qu'hier est repassé, cette fois dans l'autre sens. J'ai écouté l'horloge du mur, le ronronnement tranquille du réfrigérateur. À l'intérieur de la maison, tout était calme. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé, j'ai simplement respiré. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en train de me préparer à encaisser quelque chose, à désamorcer une situation, à me tordre pour éviter un conflit. Ils allaient en comprendre, ou pas, mais ce n'était plus mon affaire. Je n'étais plus la solution muette à des problèmes qui ne m'appartenaient pas. Cet après-midi-là, je suis sortie marcher jusqu'au petit square au bout de ma rue. Rien de spectaculaire, juste un chemin de gravier, quelques bancs en bois, des arbres fatigués qui offrent un peu d'ombre, mais ce lieu tient plus de moi que bien des endroits. C'est là que j'amenais Camille quand elle était enfant. Elle courait devant moi sur sa trottinette rose pendant que je la suivais avec un thermos de thé et un vieux roman à la main. Elle riait fort, m'appelait pour que je la regarde encore et encore.
comme si je pouvais détourner le regard un seul instant. Je me suis assise sur le banc du fond, celui près du tilleul, le dos droit, les mains posées sur mes genoux. Le soleil filtrait à travers les feuilles, l'air sentait la terre, l'herbe coupée, les premières fleurs. Une mère passait avec son enfant en bas âge, trottinant à côté d'une poussette. Le monde tournait lentement, paisiblement, comme si rien d'important ne s'était joué en moi la veille. Dans ce calme, les souvenirs ont remonté, un à un, l'anniversaire de Camille, où j'étais restée debout derrière les chaises, portant un plateau de verre, oublié dans les remerciements. Sa remise de diplôme, à Bordeaux, où je m'étais proposée pour prendre la photo afin que tout le monde soit dessus. Et personne ne m'avait demandé d'en prendre une avec moi. Plus tard, la photo a été publiée avec un message sur les gens qui l'avaient aidée à devenir qui elle était. Mon nom n'y figurait pas. Je repensais aussi à ce Noël où j'avais cousu à la main des chaussettes brodées pour chacun des enfants. J'y avais glissé des chocolats, des petites étoiles en papier, des mots doux roulés dans du ruban. 2 semaines plus tard, Camille avait envoyé un simple mail de remerciement, une ligne, aucune photo, aucune mention de ce que les enfants en avaient de penser. Rien de tout cela n'était violent, rien de méchant, juste une suite de petites absences, d'oublis, d'angles morts. J'avais tellement voulu croire que ça ne comptait pas, que l'amour, le vrai, ne se mesure pas à ce genre de détails, que certaines personnes aiment en silence. Mais ce jour-là, sur ce banc, j'ai compris. J'ai compris que je m'étais rendue invisible à force de vouloir rester indispensable, que j'avais rétréci mes attentes pour ne pas déranger, que j'avais accepté d'être utile au lieu d'être aimée. Et j'ai compris aussi que ce n'était pas moi qui dérivais, c'était eux qui s'éloignaient, et que je n'étais pas tombée. On m'avait doucement déposée hors du cadre. Les jours ont passé, les appels ont cessé, les messages vocaux sont restés non écoutés. Je n'ai pas ressenti le besoin de tendre l'oreille ni d'imaginer ce qu'ils contenaient. Ce qui devait être dit avait déjà été exprimé, dans le silence plus que dans les mots. Je suis retournée à la paroisse du quartier, pas pour les sermons, pour les visages, pour la douceur tranquille des femmes assises au fond, celles qui arrivent tôt, qui replacent les micelles, qui tendent des bonbons à la menthe avec des sourires timides. Je me suis vue en elles, pas dans leurs vêtements, ni dans leur démarche, mais dans la façon dont elles se tiennent, un peu en retrait, toujours prêtes à aider, rarement appelées par leur prénom. Il y avait Jeanne, veuve depuis plus de 10 ans, qui s'asseyait seule, toujours dans la même rangée, les mains croisées, les yeux fermés longtemps après la fin de la messe. Il y avait Solange, une ancienne aide-soignante, qui avait élevé les enfants de sa fille après un divorce, avant d'être doucement reléguée à une place discrète une fois les diplômes obtenus. Et puis Lucienne, qui n'apparaît jamais sur les photos de famille, mais qui continue d'envoyer des cartes chaque année, sans faute. Elle m'avait confié une fois, en murmurant, que son fils avait recadré une photo de vacances pour ne pas gâcher la composition. Je les observais avec une attention nouvelle. Toutes avaient donné, sans condition. Toutes avaient été indispensables, sans jamais être mises en lumière. Je me suis demandé si, comme moi, elles avaient un jour attendu qu'on leur dise simplement « Reste, tu es importante ». Un dimanche, après la messe, je me suis assise à côté de Jeanne sur le banc de pierre, à l'ombre du vieux clocher. On regardait des enfants courir dans l'herbe, les rires pleins d'insouciance. Je lui ai demandé si elle avait revu la mère récemment. Elle a souri doucement et m'a dit que cela remontait à plus de 20 ans. Elle ne s'en souvenait même plus clairement. Personne ne m'a posé la question depuis longtemps, a-t-elle ajouté. Le soir même, chez moi, j'ai ressorti mon carnet fleuri, celui du fonds voyage. J'ai tourné une page vierge et j'y ai écrit 6 prénoms. Jeanne, Solange, Lucienne et 3 autres femmes croisées dans les bancs du fond. Je ne connaissais pas encore toutes leurs histoires. Je n'en avais pas besoin. Je savais simplement qu'elles méritaient, elles aussi, d'être quelque part où l'on ne les oublie pas. Le lendemain matin, je me suis installée à la table de la cuisine avec une théière fumante et 6 petites cartes devant moi. Je les avais retrouvées au fond d'un tiroir, un lot de papeterie ancienne, toutes différentes, aucune extravagance, juste des couleurs douces et assez de place pour dire l'essentiel. J'ai écrit lentement, pas de phrases toutes faites,
Pas de formule figée, juste ce que je ressentais. Je n'ai pas parlé du voyage annulé, ni du message de Camille, ni de ce qui s'était passé à l'aéroport. Ce n'était pas nécessaire. J'ai parlé de l'air iodé de la côte bretonne, du bruit des vagues contre les rochers, du sel qui colle à la peau et du sable qu'on retrouve au fond des poches. J'ai parlé d'un feu de cheminée, de repas partagés sans précipitation et de couvertures douces pour les soirs de vent. J'ai demandé si elles accepteraient de m'accompagner. Non pas par pitié, ni par devoir, mais comme invité d'honneur dans un voyage pensé pour celles qu'on oublie trop souvent, mais qui sont restées. J'ai glissé les cartes dans des enveloppes. À certaines, je les ai remises discrètement à la sortie de la paroisse. Une autre a été déposée dans une boîte aux lettres avec une petite branche de lavande. Une, je l'ai simplement tendue dans le bus, nos regards se croisant brièvement, sans besoin de justification. Elles ont accepté, chacune à leur rythme. Jeanne m'a serré la main longtemps, les yeux humides et étonnés. Solange m'a laissé un message vocal, hésitant, presque tremblant, pour demander si c'était vraiment permis de dire oui. Lucienne m'a répondu au crayon à papier, au dos de l'enveloppe, qu'il était rare qu'on pense à elle en première. J'ai rouvert mon ancien compte, rebaptisé à présent avec d'autres noms. J'ai réservé une maison différente, plus simple, mais avec tout ce qu'il fallait. Des lits pour chacune, une grande table, une vue sur les dunes et un poêle pour les soirées fraîches. J'ai remplacé les coupe-vents par des écharpes, tricotées à la main en laine douce. Jaune tendre pour Jeanne, qui gardait toujours un sourire même fatigué. Bleu pâle pour Lucienne, dont le calme rappelait l'horizon. En imprimant les billets, en ajustant les détails, je n'ai ressenti ni tension ni pression. Je n'avais rien à prouver, rien à sauver. Je préparais simplement un espace où personne n'aurait à justifier sa présence. Cette fois, chaque nom comptait. Cette fois, la table serait ronde. Et chacune aurait sa place. Le matin du départ, l'air était frais, presque vif, avec une odeur de terre mouillée. Je me suis réveillée avant l'aube, sans alarme, comme portée par une certitude tranquille. J'ai refermé les sacs, vérifié les documents, replié les écharpes soigneusement emballées dans du papier de soie. Nous avions convenu de nous retrouver sur le parking derrière l'église, là où l'on stationne les jours de marché. Le minibus était là, moteur allumé, prêt à nous conduire à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. J'avais fait appel à un chauffeur, pas pour le luxe, mais pour que le voyage commence sans souci, qu'aucune ne porte la responsabilité d'ouvrir la route. Jeanne est arrivée la première, tenant son sac contre elle comme si elle n'y croyait pas encore. Solange portait son manteau en laine bien fermé, ses chaussures impeccables comme si elle se rendait à un entretien. Lucienne avait un petit bagage à roulettes avec un ruban rouge attaché à la poignée. Elle m'a souri timidement. Les autres sont arrivés dans le même silence respectueux. Pas de bavardage inutile, juste des regards pleins d'une douceur mêlée de gêne, de gratitude prudente. En montant dans le véhicule, elle semblait déjà différente, moins crispée, plus légère, comme si d'un coup quelque chose s'était dénoué. Le vol fut calme. L'avion nous a portés au-dessus des champs et des villes, sans turbulence ni malaise. J'ai senti pendant le trajet une paix rare s'installer, celle qui vient quand on ne se sent plus de trop. En descendant à Brest, l'air marin nous a saisis. L'odeur de sel, l'humidité sur la peau, le bruit régulier des vagues, tout était là, inchangé, accueillant. La maison que j'avais choisie n'était pas luxueuse, mais chaleureuse. Une bâtisse de pierre avec une grande table en bois, des coussins fatigués mais moelleux, et une terrasse avec vue sur les dunes. Chaque femme avait sa chambre, avec des draps frais, une bougie parfumée et un petit panier d'accueil. Dans chaque panier, leur écharpe, pliée avec soin, et une carte manuscrite. Pas un long texte, juste quelques mots pour dire « Je vous vois, vous comptez ». Le soir venu, nous nous sommes assises sur la terrasse, emmitouflées dans nos écharpes, les mains autour de tasses de thé. Personne ne cherchait à meubler le silence. Il n'y avait rien à prouver, aucune image à renvoyer. Ce n'était pas une joie éclatante, c'était plus fort, une forme de paix. Le sentiment, rare et précieux, d'être exactement à sa place, entourée de femmes qui savaient, elles aussi, ce que c'est que d'exister sans être nommées. Cette fois, nous étions là. Complète,
présente et pleinement entière. Le lendemain matin, je me suis levée avant tout le monde. J'ai rempli un thermos de thé et j'ai enfilé une veste légère avant de sortir. Le ciel était encore gris, tirant sur le bleu, comme s'il hésitait à se dévoiler. L'air sentait le sel et les algues, cette odeur unique de l'Atlantique que je n'avais pas respirée depuis des années. J'ai marché lentement dans le sable, mes chaussures à la main. Le contact du sol frais sous mes pieds me rappelait un autre matin, bien des années plus tôt, quand Luc et moi avions fait nos premiers pas sur cette même plage. Il m'avait prise par la main, riant, les vagues nous éclaboussant les jambes. Nous n'avions pas un sou, mais nous étions riches de promesses. Ce matin-là, j'étais seule, mes pas esselés. Il était là, dans le vent, dans la lumière douce. J'ai murmuré un merci sans trop savoir à qui je le destinais. Peut-être à lui, peut-être à moi. Plus tard dans la journée, nous avons descendu quelques chaises et des plaids sur la plage. Quelqu'un avait préparé des sandwichs, une autre avait apporté des pommes. Solange avait du nougat dans une boîte en fer, selon une vieille recette de sa mère. Nous l'avons partagé comme un rituel, un petit sacrement sucré transmis entre générations silencieuses. L'après-midi, nous avons longé le rivage, aucune précipitation. Jeanne ramassait des galets en forme de cœur. Lucienne fredonnait un air sans parole. Je regardais leurs visages se détendre, leurs épaules s'abaisser doucement, comme si le vent emportait petit à petit ce qu'elles portaient depuis si longtemps. Le soir venu, nous nous sommes retrouvés sur la terrasse, en cercle, emmitouflés, chacune tenant une petite bougie parfumée à la lavande. Je les avais apportées dans ma valise. Simple, un geste sans prétention. J'ai demandé qu'on les allume, chacune pour quelque chose que l'on avait gardé en soi, trop longtemps, sans le dire. Solange a allumé la sienne en prononçant doucement le prénom d'une sœur perdue de vue. Jeanne pour une version d'elle-même qu'elle croyait disparue. Lucienne n'a rien dit. Elle a juste fermé les yeux et laissé la flamme danser entre ses paumes ouvertes. Quand ce fut mon tour, j'ai pensé à toutes les fois où j'ai été là, mais jamais nommée, présente mais invisible, et j'ai allumé ma bougie, non pas pour la douleur, mais pour la femme qui avait enfin cessé de demander à être vue et avait choisi de se regarder elle-même. Le vent caressait les flammes sans les éteindre. Nous étions là, toutes les 7, assises dans la lumière violette du crépuscule, dans le silence sacré d'un moment qu'aucune de nous n'aurait su imaginer. Ce n'était pas un rituel, c'était un retour, une réapparition. Et dans cette lumière fragile, je me suis sentie entière, sacrée, enfin. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés autour de la grande table en bois, les joues encore rosies par l'air marin et nos écharpes légèrement imprégnées de sel. La cuisine sentait le thym, l'ail et un peu de pain grillé. Jeanne avait épluché des légumes en silence, ses gestes précis comme s'ils étaient inscrits en elle depuis toujours. Solange avait mijoté une soupe, concentrée, comme si chaque remuement dans la marmite pesait son lot d'années. Une autre avait dressé la table avec des serviettes dépareillées qui, une fois posées, formaient un ensemble inattendu mais harmonieux. Personne ne fit de discours, pas de brindilles levées, pas de paroles apprises, juste des remerciements simples, quelques sourires discrets et la satisfaction silencieuse de celles qui n'ont rien à prouver. Quand les assiettes furent vides, nous ne nous sommes pas levés. Personne n'avait envie de rompre ce cercle. Je suis allée chercher une boîte de biscuits bretons et un pot de confiture de figues. Puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai parlé. J'ai dit que ce voyage avait été, à l'origine, prévu pour d'autres, pour des gens qui ne voyaient plus vraiment ma présence. Je n'ai pas donné de nom, pas besoin. Je leur ai seulement dit que, pendant trop longtemps, j'avais cru que mon rôle consistait à être utile, discrète, adaptable, que je m'étais usée à vouloir être acceptée sans jamais être choisie. Et puis, je les ai regardés, et j'ai ajouté que j'étais heureuse, profondément heureuse, d'être là avec elles, avec celles qui savaient ce que signifiait tenir en silence. Un silence a suivi. Mais ce n'était pas un vide, c'était une reconnaissance. Solange a bu une gorgée de thé, puis a dit qu'elle avait élevé ses petits-enfants, qu'elle avait fait tous les trajets, assisté à tous les spectacles scolaires, sans apparaître sur une seule photo. Jeanne a hoché la tête. Elle a raconté que son anniversaire tombait toujours pendant les vacances et qu'on lui souhaitait rarement le jour même. Une autre a dit, très doucement, qu'on ne lui avait pas demandé ce qu'elle aimait écouter comme musique depuis plus de 15 ans. Les mots ont coulé lentement, pas comme une confession,
mais comme une délivrance. Chacune déposait une petite pierre, une à une. Il n'y avait ni rancune ni plainte. Juste la vérité nue, exprimée avec la douceur de celles qui ont trop longtemps porté les silences des autres. Quand le calme est revenu, je les ai regardées. Leur visage n'avait pas changé, mais leur présence, oui. Nous n'étions plus des figurantes dans des histoires écrites par d'autres. Nous étions le récit. À cette table, au cœur de cette maison, nous étions entières, assises à égalité, enfin visibles. 2 jours après notre retour, je me suis réveillée tôt, encore bercée par les images de la mer et le rythme apaisant de ces jours passés ensemble. La maison semblait plus lumineuse, plus vaste. Rien n'avait bougé, mais tout avait changé. En allumant mon ordinateur pour vérifier mes horaires de cours en ligne, j'ai vu un nouveau message. L'expéditeur. Camille. L'objet. À propos du voyage. Aucun mot en trop, pas de bonjour, pas de tendresse. Une ligne tendue, comme si l'on tirait un fil usé. Elle ne demandait pas comment j'allais. Ne disait rien sur ce qui s'était passé à l'aéroport, sur les appels laissés sans réponse, sur les valises posées en vain devant le comptoir. Rien. Elle écrivait pour savoir si je pouvais rembourser la compte que Julien avait versée. Sa demande était polie, neutre, presque administrative, comme si notre lien se résumait à une ligne comptable. J'ai lu le message une fois, puis une seconde, lentement. Il n'y avait pas de regret, pas de question, pas même une trace d'inquiétude, juste un geste mécanique, comme si tout ce qui comptait, c'était l'équilibre des comptes. Je n'ai pas répondu, pas par colère, même si j'aurais pu en ressentir, pas pour punir, mais simplement parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le silence entre nous parlait plus fort que n'importe quelle phrase. J'ai refermé l'ordinateur, posant doucement les mains sur la table. Le calme s'est installé comme une couverture sur mes épaules. Ce n'était pas une attente, ce n'était pas une pause, c'était une limite. Pendant des années, j'avais cru que l'amour exigeait de toujours comprendre, de toujours pardonner, de toujours revenir, que le rôle de mère consistait à s'effacer dès que nécessaire. Mais j'avais appris. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Et donner sans reconnaissance finit par nous vider. J'ai laissé ce courriel s'enfoncer dans ma boîte de réception, recouvert peu à peu par d'autres messages. Des cartes de remerciement de Jeanne, une photo envoyée par Solange de ses petits-enfants portant fièrement les coquillages qu'elle leur avait ramenés. Un mot manuscrit de Lucienne glissé dans une enveloppe beige qui disait simplement « Merci de m'avoir rappelé que j'existe ». Il n'y avait pas besoin de réponse. La décision avait été prise bien avant que le message n'arrive. J'avais déjà choisi. Et cette fois, c'était moi qui fixais les conditions du silence. Quelques jours plus tard, je me suis tenue dans le couloir, un petit paquet de photos dans les mains. Je les avais fait imprimer chez le photographe du centre-ville. Des clichés simples, sans retouche. Nous 7, sur la terrasse, les écharpes nouées autour du cou, les visages baignés d'un soleil pâle. Une photo de Lucienne prise par surprise, souriant à quelque chose juste hors champ. Une autre de moi, les bras autour de Jeanne et Solange, les pieds nus dans le sable. Nous rions toutes les trois. Ce n'était pas une mise en scène, c'était un instant réel. J'ai choisi un cadre dans le carton au fond de l'armoire. Il contenait autrefois une photo prise à Noël. Il y a des années, une de celles où j'étais reléguée à l'arrière-plan, floue, à moitié hors champ. J'ai retiré l'image sans émotion, sans regret, puis j'ai glissé celle de la plage à sa place. Cette fois, le centre m'appartenait, non pas parce que je m'étais imposée, mais parce que j'avais été choisie par moi-même. Je l'ai accrochée dans l'entrée, à l'endroit même où les enfants de Camille posaient autrefois leurs chaussures sans me saluer, où Julien passait devant moi avec un hochement de tête distrait. Ce mur ne me renvoyait plus de vide, il me reflétait. Je pense encore à Camille, parfois, pas avec amertume, plutôt avec cette pointe de tension qu'on sent dans une vieille cicatrice quand le temps change. Je ne sais pas si elle comprend ce qu'elle a fait. Je ne suis pas certaine qu'elle le comprendra un jour, mais j'ai cessé de chercher cette réponse. J'envoie encore des cartes d'anniversaire à mes petits-enfants. Je n'attends pas de réponse. Elles ne sont pas là pour ça. Elles sont des balises, des petits rappels pour eux, mais aussi pour moi, de ce que j'ai donné sans compter. Je n'y inscris plus mon adresse. La maison est différente, désormais.
plus claire, plus pleine. J'organise parfois des repas, rien d'extravagant. De la soupe, du pain frais, quelques rires partagés avec celles qui, comme moi, ont longtemps été les silhouettes dans l'ombre. Nous ne cherchons pas à rattraper le passé. Nous construisons l'espace qui nous manquait. Au fond, je ne me suis pas effacée. J'ai choisi de m'absenter, pas par dépit, par nécessité. J'ai marqué une frontière entre ce que je donnais et ce qui me vidait. Ce n'était pas une revanche, c'était une mémoire retrouvée, une vérité restaurée. Et cette fois, mon absence n'était pas un oubli. C'était le geste le plus aimant que j'ai jamais posé envers moi-même.